Alors regardez bien la lanière, là ici, et le pied de Christopher Watts. Là, voilà. Là, logiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se faire un croche-pied. Là, clairement. Donc, et hop, regardez, au moment où il commence à perdre l'équilibre, cut. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Cut.vue. Aujourd'hui, nous allons voir Frankenstein de Guillermo del Toro. Alors, c'est un film qui est particulièrement récent, ce qui est assez inhabituel sur cette chaîne, mais bon, je me suis dit, pourquoi pas tenter un peu d'actu. Voilà, donc nous allons voir ce film, qui est en fait une adaptation du roman de Mary Shelley, et surtout qui pourrait être mis en parallèle avec le film de Kenneth Branagh. Bon. Nous n'allons pas le faire sur cette chaîne, si ça vous intéresse, dites-le moi, et à ce moment-là, je pourrais tenter une sorte de mise en parallèle. Pour l'heure, nous allons voir surtout la scène de la création de Frankenstein, c'est-à-dire le moment où il y a l'orage et Frankenstein prend vie. Mais avant de commencer, si vous aimez cette chaîne et que vous souhaitez qu'elle se développe, faites-le savoir autour de vous en partageant son contenu, et puis nous, on commence tout de suite. Alors, nous allons commencer par ce plan-là. Donc on a un personnage qui est Frankenstein, qui gravit un escalier en colimaçon. Frankenstein va passer son temps à monter et va éviter de justesse de descendre. Donc il y a des petites thématiques comme ça. Et là, on va voir l'utilisation de l'orage, donc des éclairs. Donc là, un gros flash lumineux. Et on voit d'ailleurs qu'il y a certainement une petite machine à fumer pour qu'on sente un peu les raies de lumière. On gravit, on élargit, on respire un peu parce qu'on était sur un plan qui était, on va dire, encombré, il y avait plusieurs éléments. Et là, on arrive sur, j'allais dire, presque le lieu du crime, donc là où en fait va se passer la scène. On note qu'on a une couleur très verdâtre, on a un ciel très marqué, numérique, et on sent la pluie qu'on sentira plus via les éclairs. Mais il y a aussi le feu. Et donc ça, c'est ce qui va permettre à la manière dont le faisait Kurosawa, de donner une sensation de réel un petit peu à tout ça, parce que tout étant soit en studio, parce que là, tout ça, c'est un studio qui a été recréé, que d'ailleurs, Guillermo del Toro voulait faire à la manière d'un opéra, donc un peu épuré, voilà, avec des éléments reconnaissables, et le ciel qui est entièrement faux, quoi. Donc là, pour le coup, il faut essayer d'injecter du réel là-dedans, et donc ça va être fait par le truchement de l'eau, qui va tomber là, ici, et le feu, et les éclairs, bien sûr aussi. Voilà, là, on sent la pluie qui tombe là, sur le sol, ça l'ancre dans le réel. Bien sûr, l'orage donne un côté dramatique à la situation, évidemment, ça a été utilisé X fois. On est vraiment à la fois dans, on va dire, la thématique de l'horreur, parce que bon, forcément, il se passe toujours des choses horrifiques au cinéma lorsqu'il y a un orage, et puis à la fois, il a besoin de l'éclair pour que sa création puisse prendre vie. Alors, là on voit donc la tour avec ce petit mouvement de côté. Moi, ça me fait penser un peu à la tour de Saruman dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a un peu un plan comme ça, numérique aussi, sur cette tour. Alors, Guillermo del Toro, d'ailleurs, accorde une attention particulière aux couleurs. Et la couleur du vert est utilisée pour symboliser la nature. Et la personne qui va incarner le vert dans ce film, ce sera la jeune femme, je ne sais plus son nom, mais qui est celle que Frankenstein aimerait aimer, qui va se prendre d'affection pour la créature. Elle a régulièrement des touches de vert, parce qu'elle est naturelle, elle est spontanée, et en fait là on a une couleur verdâtre qui nous fait penser à la nature qui se déchaîne. On a un cut qui pourrait être un cut dans l'axe, sauf qu'on n'a pas vu Frankenstein dans le plan, donc c'est une ellipse. On cut comme ça, clac, clac, pour arriver directement sur lui. Et vous allez voir que ce procédé va être utilisé plusieurs fois. Alors, on a un plan d'élévation. Ce plan, on pourrait appeler le plan vertige, parce qu'on s'élève et on élargit un petit peu de façon à donner la sensation d'une immensité. Bon, une immensité vide, parce que là, il n'y a pas grand-chose autour. Et surtout, on se rend compte à quel point c'est haut. Voilà.
avec en plus la pluie qui tombe, il faut autant de fuyantes pour accroître cette sensation de hauteur. Voilà, vous avez vu, là, sont bien les fuyantes, et puis avec les éclairs qui à la fois traduisent le danger, mais aussi qui permettent de sentir encore plus les gouttes d'eau. On a ce gant là qui est un peu rouge, donc on parlera tout à l'heure de la couleur rouge qui est si importante chez Guillermo del Toro. Alors, il se hisse, vous avez vu là à peu près où on est au niveau de la tour, hop, il est presque arrivé, et hop, cut, direct, il est arrivé. Donc là, on a cette ellipse. On pourrait dire qu'on lui est gré de nous avoir épargné cette montée, mais c'est un peu surprenant. C'est vrai que, sachant qu'on a le personnage de Christopher Waltz qui est censé arriver en parallèle, il y aurait pu avoir un aller-retour entre Frankenstein et Christopher Waltz. Bon, pourquoi a-t-il fait ça? J'imagine que c'est pour ce qu'on appelle la focalisation interne, c'est-à-dire le fait qu'on reste d'un point de vue d'un personnage de façon à sentir plus facilement l'émotion ou l'aspect dramatique d'une scène. Allez, il visse l'antenne. On a de nouveau le même procédé, la caméra qui s'élève comme ça et puis qui tilte vers le bas de façon à sentir la hauteur, donc c'est le plan vertige. Voilà, et hop, cut, ellipse de nouveau. Il était en train de visser et d'un coup il se retrouve à côté. Je trouve que c'est toujours un peu périlleux que d'essayer de faire des plans où on voit notre personnage à plusieurs moments. En fait, on reste sur lui et on fait une ellipse comme ça peut donner un côté clip un petit peu. Bon, là, ça passe bien parce qu'en plus, il y a une astuce, c'est-à-dire qu'on a un flash lumineux qui en fait nous éblouit et qui en fait, détourne notre attention et qu'au moment où on réalise que la lumière s'est un peu baissée, notre personnage est ailleurs. Hop, on revient sur cette tour et on se dit, hey, renouveau le plan vertige. Donc la caméra se réélève comme ça pour refaire le même procédé que tout à l'heure. Sauf que là, on est plus large. On se dit, ouais, quand même, le comédien. On a de nouveau une ellipse et de nouveau le même procédé avec un jump cut. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est ce que font régulièrement les youtubeurs. C'est-à-dire que plutôt que de garder les scories du langage ou des trucs comme ça, ils vont faire des jump cuts, tac, 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 tac. Moi, j'en fais moi-même. Et donc, ça donne un côté qui peut paraître saccadé. Là, ce qui est amusant aussi, c'est de sentir les gouttes d'eau sur la caméra. C'est certainement fausses gouttes d'eau. C'est certainement en fait des effets numériques qui ont été mis. D'abord parce que sinon ça aurait sali, ça aurait risqué de laisser des traces en fait sur l'objectif, ce qui aurait été vraiment disgracieux. Mais là, le fait qu'on a l'impression que l'eau tombe en fait sur l'optique, on se dit waouh, c'est de la vraie pluie. Alors que je pense que là, il y a peut-être pas de pluie à ce moment-là, ou pas assez en tout cas. Allez, on a de nouveau une ellipse. Vous avez vu, il était là sur le côté, mais cette ellipse, je dirais passe plus parce que on amorce et on fait plus attention à lui qui rentre dans le champ. On a un flash lumineux au moment où ils arrivent. Il essaye de lui parler. Vous avez vu que on a en fait un positionnement qui est pas particulièrement heureux. C'est-à-dire qu'on avait Christopher Waltz qui commençait à arriver à droite, alors que lui partait sur la gauche, et en fait sur le raccord, lui est à droite et l'autre à gauche. Bon, comme ça se fait vraiment sur la fin du plan, ça gêne pas. Lui avance, mais on voit pas ce qu'il voit, donc on reste sur lui, un peu à la manière qu'on a vu dans Halloween, quand les trois comédiennes avançaient, on les avait de face, on avançait sans voir ce qu'elles voyaient, en fait il fallait attendre le contre-champ pour pouvoir les avoir de dos. Là, ça donne cette sensation qu'en gros, il ne peut pas être concentré à ce qu'il fait, parce qu'il ne voit pas où il va. Il est obligé de faire attention à lui qui est derrière, qui attire sa concentration. Même Elisabeth! Voilà, et là, même Elisabeth, la caméra s'arrête, parce que là c'est important pour lui. Boum, il retire sa sacoche et se retourne. Donc on s'attend à un raccord qu'on n'aura pas. Il préfère rester sur la réaction de Christopher Waltz, qui est toujours impeccable. Et là, ce qui est bien vu aussi, c'est bien sûr le fait qu'eux soient mouillés. C'est-à-dire que bon, il y a une ouverture comme ça à tous les vents, donc forcément la pluie, dès qu'elle s'engouffre, le vent et tout, ils prennent cher. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça leur donne un aspect presque fiévreux, on a l'impression, comme s'ils avaient de la fièvre et qu'ils transpiraient à grosses gouttes. Et ça donne une texture aussi. C'est ce qui manque particulièrement, je dirais, dans ces films numériques, c'est la sensation de texture. Et là, on sent la texture mouillée, évidemment, sur les affaires. Et donc, ce qui ancre encore plus, je dirais, le film dans le réel. La maladie! Allez, on raccorde enfin sur la réaction de Frankenstein. Là, vous avez vu qu'il y a un intensificateur ici, parce qu'on ne le voit pas bien. Petite goutte d'eau, le flash, c'est autant d'intensificateurs. On a le feu derrière, et il est associé au feu, la colère.
Systémique, et vous le Et savez. il le laisse seul dans son plan, hein, disant bon, casse-toi maintenant. Et donc là, lui est abandonné, on pourrait se dire. Chacun d'entre eux est contaminé. Alors que Frankenstein, lui, quand on est sur son plan, lui, il est encore dans son champ. C'est-à-dire que, d'abord parce qu'il s'adresse à lui, et ensuite parce qu'il le considère. Alors que l'autre, ça y est, il commence à comprendre que Frankenstein lui échappe symboliquement. C'est pour ça qu'il n'est plus dans son Votre plan. cerveau, votre sang, tout est contaminé. Il se baisse, on revient sur lui qui est seul, donc dans son plan. Mon argent, c'est ça? C'est impossible. Et là, le fait qu'aussi, il y a une autre astuce qui est intéressante, c'est que comme il y a un orage et qu'il y a du vent, les comédiens sont obligés de lever la voix, ce qui donne un sentiment d'urgence aussi à la scène, qui est bien vu. Il se redresse, mais chose étonnante, on l'a pas vu se redresser, il aurait pu se redresser dans le plan de Christopher Waltz, mais ce n'est pas le cas. Hein, donc il y a une volonté de laisser délibérément Christopher Waltz sur son plan seul. Là, c'est la même utilisation que tout à l'heure, quand on avait Frankenstein qui avançait et qu'on avait Waltz derrière qui essaie de lui parler, de le retenir et tout, c'est la même chose. C'est-à-dire ça l'empêche de pouvoir bien se concentrer sur ce qu'il fait, il ne peut pas regarder devant, même si là on voit où il va aller, mais disons qu'il est toujours présent, c'est une présence. Oui, ni plus ni moins. Voilà. Et sur le non, on a un flash lumineux, hein, puissant. On a là le comédien qui donne tout ce qu'il peut, là, non, c'est pas possible. Voilà, sur flash lumineux. Et la pluie, hein, aussi. D'ailleurs, si vous avez vu Forrest Gump en entier, ce que j'espère, il y a une utilisation de la pluie, comme ça, avec un essuie-glace, au moment où il y a le capitaine qui hurle à ses Marines quand ils sont dans un bus. Eh ben, c'est vraiment la même utilisation pour donner de l'impact en fait à ce qu'il dit, comme si on sentait en fait ce qui sortait de sa bouche. Ça démultiplie son intensité. Il se réisole tout seul. Voilà. L'autre est tranquille. Vous noterez qu'il n'est plus dans le plan. Ça y est, enfin. Donc il peut être à ce qu'il fait. Il regarde le ciel, flash lumineux. Du coup, symboliquement aussi, il est là et il regarde bord cadre droit. Or, on a notre Christopher Waltz qui est bord cadre gauche. Donc en fait, sciemment, il fait dos. Hein. Alors regardez bien la lanière, là ici, et le pied de Christopher Waltz. Là, voilà. Là, logiquement, qu'est-ce qu'il va faire, hein, il va se faire un croche-pied, hein, là, clairement. Hein, donc, et hop, regardez, au moment où il commence à perdre l'équilibre, cut, bien évidemment, on ne va pas le voir tomber. Là, c'est clairement une faute de raccord. Hein, je pense qu'il se serait pris les pieds, non pas dans le tapis, mais dans la lanière. Alors, on a un cut parallèle, avec lui qui continue à visser. De par son attitude physique, on comprend qu'on va avoir un raccord point de vue, ou au moins un point de vue tronqué. Et ce sera un point de vue tronqué, c'est-à-dire que là, on élargit, hein, pour voir ce qu'il essayait de voir. Donc c'est un point de vue tronqué un peu étonnant, parce que là, on est vraiment très très large. Et ce qu'il est là, c'est pour pouvoir, c'est une annonce, hein, c'est pour pouvoir amorcer la chute. On sent là que c'est très glissant, à cause de la pluie. Qu'est-ce que vous faites? Alors, on revient sur lui, même plan matriciel que tout à l'heure, hein, c'était le plan de la réaction qui annonçait le point de vue. Reposez ça. Tronqué. Reposez ça. Là, Si nous la perdons caméra cela, nous n'avons plus élargie pour pouvoir les mettre dans les mêmes plans ensemble. rien. Nous perdons tous les deux. Voilà. On élargit jusqu'à avoir de nouveau le trou ici, hein, pour nous annoncer, attention, attention, il y a danger. Vous êtes vraiment très proche. On resserre, parce que maintenant c'est bon, l'annonce a été faite, pour avoir l'intensité et le jeu de Frankenstein. Hop, il le saisit. Oh là là, là d'ailleurs on a une faute de raccord là quand même. Parce qu'il le saisit, on a l'impression qu'il va le pousser. Regardez, il part là vraiment sur la gauche du comédien. Et on s'attend à ce que voilà, il soit carrément à la tête ici. Or pas du tout, hein, il est sur le raccord, il est en retrait. Hein, donc bon, ok. On a l'orage, les flashs qui démultiplient l'intensité de cette attaque. On a un insert avec la chute du cylindre. Alors l'ironie, c'est qu'il se prend les pieds dans la lanière cette fois-ci, bel et bien. Ce qu'il veut faire un croche-patte. Et là, on voit aussi que c'est un cascadeur. Hein. On voit bien que ce n'est plus Christopher Waltz, bien sûr. Sur la réaction du comédien, donc du cascadeur, on a un raccord mouvement. La caméra, on sentait qu'elle allait s'élever, hein, pour bien sentir la profondeur du trou. Mais en fait, pour une question de timing, je pense que le plan ne va pas au bout. Et d'ailleurs, ça peut certainement justifier les ellipses et les jump cuts qu'on a au moment où on a Frankenstein qui gravit la tour. Là, on ressent encore les gouttes, ici, sur le plan, ce qui est logique parce qu'on est en contre-plongée. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu la cérémonie d'ouverture des JO, hein, bon, on a là la démonstration que filmer en contre-plongée, comme ça a été fait parfois donc pendant la cérémonie des JO, c'est une mauvaise idée lorsqu'il pleut. On a plan appel du vide, le célébrissime plan appel du vide, avec toujours l'élément qui tombe, qui traduit attention le danger, attention un élément tombe.
On a vu ça dans Batman, on a eu ça dans La mort va si bien. On a ça dans ce film-là. Le cylindre qui tombe. Et vous avez vu, boum, la caméra qui descend pour amplifier en fait l'impact. Effet qu'on avait eu d'ailleurs dans Avatar. Au moment où le robot arrivait, on avait cet effet de tilt là comme ça. Pour au moment où le robot arrive au sol, waouh, pour impacter un peu sa puissance. Et là, qui plus est, on a un flash lumineux à ce moment-là pour donner encore plus d'intensité. On a une masse ici, là. On a l'impression comme une bouche béante qui est prête à l'avaler. Lui est en mauvaise posture, on le voit bien. On a une avancée sur lui pour montrer l'intensité. Et c'est en fait une sorte de plan. Bon, on n'ira pas jusqu'à dire Brian De Palma, mais en fait, on avance vers lui en se disant que c'est naturel parce qu'il y a une intensité. Et on se rend compte que cette avancée, elle est là aussi pour mettre en valeur la manche qui se déchire. Alors, De Palma, lui, aurait été encore plus près de la manche. Là, on reste à une distance normale. Et en fait, ce qui est amusant dans ce plan, alors je ne sais pas s'il a été fait dans ce but, le fait que ça se déchiquette en morceaux, d'une certaine manière, son bras semblait partir. Bon, le bras ne se serait pas déchiré, évidemment, mais ses vêtements se barrent. Moi, je ne sais pas pourquoi, par rapport à Frankenstein, qui est un assemblage de morceaux humains, avec des coutures et tout, là, on a une couture qui se défait. Bon, je trouve ça amusant. Bon, sans doute pas fait exprès. Mais en tout cas, ça se déchire. Et là, c'est la chute. Donc là, on a la suite du plan qu'on aurait dû avoir tout à l'heure. Au moment où la caméra commençait à monter et que je vous ai dit qu'en fait, le plan s'était abstenu d'aller au bout. Là, en revanche, on y va parce que c'est normal, il tombe. Et d'ailleurs, on se rend compte que l'éclairage qu'on avait par moment en bas, là, on l'a plus. Alors que là, on a une grosse source de lumière complètement pas naturelle du tout parce que, en fait, ils sont dans une zone où il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de lumière. Alors ok, il y a des lumières sur les côtés, mais on n'aurait pas une telle lumière, sauf s'il y a un éclair, ce qui n'est pas le cas là. Et là, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ça s'est fait en deux plans, la chute. On a, voilà, il tombe, on a ce plan-là, donc avec le halo de lumière ici, la caméra qui tilte vers le bas, même effet tout à l'heure que le cylindre, comme quoi le cylindre était vraiment une vision prophétique de ce qui va se passer. Et là, on a la même chose, et regardez, attention le cut, parce qu'il est très fluide. Vous avez vu, hop, sur le mouvement, donc ça passe complètement invisibilisé. On a un resserrement dans l'axe où, on va dire, le comédien, mais là c'est sans doute pas un comédien, c'est certainement un mannequin, qui a été lâché hors cadre là, pour juste faire cette petite distance là, et tomber au sol. Alors là, vous avez vu qu'on a un amplificateur aussi, avec de l'eau au sol, pour amplifier son impact et sa chute. C'est autant de sang qui jaillit, si en fait ça avait été gore, ce qui n'est pas le cas quand même ici. Voilà. Et plus, bien sûr, l'éclair, de nouveau. Un retour point de vue, qui est naturel, et on pourrait appeler ça aussi le plan appel du vide aussi, même si là, on sent que lui ne va pas tomber. On avance sur lui, tout naturellement. Il descend. Donc, on a eu une montée de Frankenstein, on a eu une descente du financier, et là maintenant, de nouveau, une descente de Frankenstein. Voilà. Qui en fait, on pourrait dire ça comme ça, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire que la montée, c'est une forme d'optimisme qui nourrit, et là, c'est la descente au réel, c'est-à-dire qu'en fait, il revient à la triste réalité, c'est-à-dire que ça y est, il y a eu un mort. Donc, il va, après par la suite, espérer que ça fonctionne, mais on va voir que ces espoirs vont être anéantis. Ce qui nous surprend, c'est en cylindre rouge, là. Alors, on va pouvoir peut-être parler maintenant de ce que symbolise le rouge. Guillermo del Toro, il l'a dit en interview, le rouge symbolise pour lui à la fois la vie, bon ça, ok, et la mer, parce que sa mère était régulièrement habillée en rouge. Bon, pour moi, en réalité, ça symbolise surtout la vie, parce qu'en fait, la mère, c'est elle qui donne la vie, donc en fait, ça fonctionne. Inutile de dire la mère, la vie, ça suffit. Et là, donc, on a la vie en gestation, donc là, l'espoir que peut-être aboutir à quelque chose. Et à la fois, l'utilisation qu'en faisait Guillermo del Toro, qu'on a jusqu'au bout du process, c'est que la vie, Frankenstein utilise, c'est pour ça qu'il a des gants de chirurgien rouges, donc de la vie, vont se transformer à la fin en le rouge de la mort, parce que c'est le rouge du sang, et donc de la mort. Voilà, tout simplement. Alors là, on a un plan en contre-plongée, légère contre-plongée, donc qui est au sol, donc, qui est mourant. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a une petite tentative du comédien de laisser vivre un peu le plan. Je ne sais pas si vous avez fait attention, avec son regard, comme s'il regardait, il regarde sur les côtés, comme s'il essayait de jauger si en fait il était vivant ou mort. Bon, le mec est censé être médecin, un génie même. Donc à ce stade-là, même nous, on voit qu'il y a du sang partout. Vu la chute, on se dit, il est mort. Peut-être qu'il nourrit de l'espoir. Bon, espoir qui, au moment où il redresse,
là on se dit, tout espoir est anéanti. Enfin, il est définitivement mort, c'est sûr. On a de nouveau une ellipse. Et donc là, pour le coup, ça c'est une ellipse. Hein. On le voit en train d'enclencher l'antenne. On élargit pour sentir à la fois le mouvement de la machine et lui, son mouvement. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais on ne l'a pas vu monter. Hein. On l'a vu enclencher l'élément. Et là, en revanche, on le voit descendre. Hein. C'est-à-dire que c'est la désillusion. Et on revient sur ce plan qui est un plan long. Allez, il arrive. On comprend, hein, même sans être scientifique, que la jauge d'énergie n'est pas assez grande. On a un jet de fumée qui attire son attention et qui permet un raccord 45 degrés. Là, on a une avancée. Hein. C'est pas un zoom, c'est une avancée. Vous avez vu d'ailleurs qu'il y a les cheveux qui sont mis de telle sorte à ce qu'on voit quand même bien son œil, et pas celui-là. Donc vraiment, c'est celui-là qui est mis en avant. On a d'ailleurs une sorte de zone globalement verte, hein, et l'autre qui est plus chaude, plus rouge. Hein, et le vert et le rouge sont deux couleurs opposées. Là, on a une stylisation de cette machine hein, avec la fumée qui est sortie, qui bien sûr est volontaire, c'est pas juste le hasard de la machinerie, hein, c'est bien qu'on sente après les raies de lumière. Allez, il ne lâche pas l'affaire, il regarde vers le haut. Hop, là, on est sur du point de vue. Un faux point de vue, parce qu'en réalité, il ne pourrait pas voir vraiment ça, peut-être que. Alors, ok, il y a un trou, mais bon, là, on ne serait pas aussi proche. Mais c'est comme un point de vue. Mais c'est conceptualisé comme un point de vue. Et là, hop, de nouveau, se penche vers le bas et on se rend bien compte qu'en bas, on n'a pas du tout, même ne serait-ce qu'un bout de couleur rouge. On n'a rien du tout. On reste en fait dans la même thématique. Là, en revanche, on a du vert qui va aller vers du vert rouge, d'ailleurs. Et ça, d'ailleurs, ce vert rouge, moi, me fait penser à La Cité des Enfants Perdus. Si vous avez vu ce film, hein, on a des couleurs comme ça, un peu. On n'est pas dans du Dario Argento avec des couleurs criardes comme il peut y avoir dans certains de ses films. Là, ça reste pastel quand même, mais on est sur des couleurs opposées. Hein, comme ça. On a eu sur le flash lumineux, on a eu un cut parallèle qui nous permet de voir ce qui se passe là pour notre personnage. Voilà, on a les gouttes d'eau. Les gouttes d'eau numériques. On revient sur ce plan matriciel de tout à l'heure. Replan matriciel de tout à l'heure. Replan matriciel encore de l'antenne. Et ça y est, ça fonctionne. La foudre tape l'antenne. On notera d'ailleurs que bien souvent dans les films, en tout cas dans les années 80-90, c'était souvent une foudre bleue. Et là, on a une foudre plutôt de couleur chaude. Voilà, on a plein de particules. Là, vous avez vu, on va dire, d'éclats métalliques. Hein, qui sont autant d'amplificateurs, qui traduisent en fait la puissance qui rentre dedans. Allez, on a ça. La caméra qui descend. Hein, donc là, il est vraiment ras du sol. On a un gros amplificateur. Là, on a éclair lumineux plus fumée. Et enfin, là, ça monte. Vous avez vu qu'on a là utilisé comme un intensificateur. Hein, ça empêche de bien voir. Et hop, on passe. Hop. Là, on a senti, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, au moment où il s'est redressé, que franchement, son bras et sa jambe ont été vraiment très déformés. Et bon, c'est ce qui traduit qu'il a utilisé vraiment ici, je pense, une très courte fois. Qui s'avance. Et on a la créature qui est là. D'ailleurs, on a eu une ellipse, hein, de nouveau, hein, c'est-à-dire qu'il était tout droit, et d'un coup, il se retrouve couché. On a vraiment beaucoup d'ellipses. Hein. Et là, il y a une sorte d'ironie dramatique, un peu plus ou moins. On pourrait se dire un peu, c'est une sorte d'effet guignol, un peu plus ou moins. C'est-à-dire que nous, on a de l'avance sur notre personnage principal. C'est-à-dire que nous, on sait qu'il s'est passé quelque chose, parce qu'il y a eu ce plan à l'intérieur du corps, et du coup, on se dit non, mec, t'inquiète pas, il s'est passé quelque chose, ce n'est pas un échec. On reste, on laisse vivre le plan. On refuse à ça, parce que bon, c'est pas dans son tempérament, on va dire. Et là, ce qui est ironique, c'est un peu marrant, c'est qu'il tape comme s'il faisait un massage cardiaque. Brutal, le massage cardiaque. Et de nouveau, une ellipse. Cut. On le voit rentrer dans un environnement qui est quand même plus chaud, même si on a des teintes vertes ici. Hein, et on a clairement un aspect très gothique. Hein. Vraiment, là, on est dans un manoir. Hein, vraiment. Ça pourrait être le manoir de Dracula aussi. Et là, ok, il s'effondre. Donc on a encore du rouge. Et là, on a une sorte de couleur chaude, là, qui est amorcée ici, et qui va servir, en fait. Vous allez voir. Là, on a toujours la pluie. Hein. Clair, l'ange, des flammes,
qui commencent à arriver ici, qui sont pas... On se dit, mais pourquoi? Pourquoi des flammes? On pourrait se dire, c'est les flammes de l'enfer. Et là, on a des flammes derrière. Hein. Donc, inconsciemment, on se dit, waouh, que se passe-t-il? On bascule dans une sorte de rêverie. Et là, tout devient forcément bon, couleur feu, mais donc plus chaud. Et là, on a l'ange, donc fait de manière numérique, qui, d'après Guillermo del Toro, aurait dû être... Ils ont pensé à un moment à ce qu'il soit tout rouge, mais finalement, il a décidé qu'il y ait des éléments d'or, un peu dessus. C'est une couleur de l'équipe d'Espagne de foot, hein, de sang et d'or. Et hop, boum, on cut, et on le voit lui, drapé de rouge. La couleur de sa mère, rappelons. Hein, donc c'est comme si il avait besoin de réconfort, on pourrait se dire ça. Voilà, mais aussi, on comprendra aussi que, contre toute attente, c'est la couleur aussi de la vie, parce que le Frankenstein va être vivant finalement. Donc là, on laisse vivre le plan. Sciemment, le comédien regarde ailleurs que vers nous, parce que là, on pourrait se dire qu'on est déjà du point de vue de la créature, hein, parce que la créature est vivante. Et là, on pourrait croire que c'est juste un plan sur lui par rapport à sa réaction, mais on va comprendre aussi que c'est une sorte de point de vue tronqué. Là, en énergie. On comprend à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui se passe hors champ, quand on regarde l'attitude du comédien. Là, stupéfaction. Et hop, il rentre. Donc là, on est clairement sur un point de vue tronqué, un pur point de vue tronqué, même on peut dire, parce que c'est quasi le point de vue, sauf que lui est dans le champ. Et on va terminer sur ce petit point, c'est que la créature a une peau violacée, hein, une peau violette, et en fait, il n'y a que 2 personnages dans le film qui peuvent partager cette couleur violette. Et c'est la créature et la jeune femme qui a des pointes de violet. Et c'est les seuls personnages du film qui en ont. Voilà, comme pour les unir, en fait, par un lien mystérieux. Voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres films, dites-le moi dans les commentaires. Dans 2 semaines, j'analyserai Shutter Island de Martin Scorsese. D'ici là, à bientôt. Ciao!